Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, la même chose, qui pourra modérer avec moi? Le délégué est là? شكون؟ كوثر محتاج. اوكي. C'est bon, Kautar, tu as la main. Ok, parfait. Alors, elle est où mon cours? Elle est là. Donc, je partage. Est-ce que tout le monde voit le slide? C'est bon? Parfait. Ok. Je sais pas comment je pourrais voir les... Ok. Bon. Ok, bonjour tout le monde. Bon, la dernière fois en présentiel, on a commencé un petit peu l'architecture d'un SUBD. Bon, je vais faire la suite. Alors, la dernière fois, on a parlé un peu de cette architecture où on a un ensemble d'utilisateurs et une base de données. Après, on a dit que tous les utilisateurs, lorsqu'ils envoient leurs requêtes, puisque c'est des requêtes SQL, des requêtes qui n'ont pas de sens ni pour la machine ni pour l'OS. Donc, ces requêtes passent par des compilateurs. Comme le SQL, on a le DDL, le DML, ce qu'on avait la dernière fois. Bon, il y a plusieurs, comment dirais-je, plusieurs compilateurs. Donc, ce qui est un peu spécifique pour la partie application, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là qui est le compilateur du langage de programmation. Parce que dans un programme Java ou PHP, à l'intérieur, on trouve du PHP et du SQL. C'est-à-dire la requête SQL, elle est construite au fur et à mesure de l'interaction de l'utilisateur. À la fin, on a une requête SQL, mais cette requête SQL, OK, mais on ne sait pas est-ce qu'elle est valide ou non. Parce que lorsqu'on compile le langage de programmation, il se peut qu'on a fait une erreur, soit dans la programmation, ou par exemple, l'utilisateur, il a laissé un champ vide et nous, on ne vérifie pas, on n'oblige pas que le champ soit rempli. Et à ce moment-là, lorsqu'on génère la requête SQL, la requête elle-même sera tronquée. Par exemple, si je mets select, je ne sais pas, nom, prénom, from,
Et là, je donne à l'utilisateur la possibilité de choisir une table et lui, il ne choisit rien. Bon, le from, après, je concatène avec une chaîne vide, donc je n'ai pas de table. Donc, cette requête, après compilation du langage hôte, côté SQL, elle n'est pas valide. Elle sera compilée, c'est pour ça qu'elle passe par des compilateurs. OK. Alors, on a parlé la dernière fois, j'ai parlé d'un composant très, très important qui nous permet de stocker déjà la requête, la grammaire SQL. Maintenant, je vais vous poser une question. Supposons qu'on a écrit la requête d'une manière, la requête passe l'analyse lexicale et syntaxique. Par exemple, j'écris la requête select, nom, prénom, from étudiant, web, année bac supérieure à 2020. OK. Après, des fois, je lance cette requête, la réponse du SGBD, il me dit la table étudiant n'existe pas. Comment il a eu cette information? Comment il a eu cette information, selon vous? Allez-y, quelqu'un. Il a essayé d'accéder à la table d'étudiants, on n'a pas trouvé. Il a regardé sur la base de données et il n'a pas trouvé de table, c'est ça? Oui. Non, parce que le SGBD, ça c'est un programme. C'est un programme, il doit vérifier quelque part l'existence de quelque chose. Quand le from étudiant, la table étudiant n'existe pas. Comment il a su qu'elle n'existe pas? Il a consulté la table métabase et puis il a décidé. Qu'est-ce qu'il a consulté? Le disque ou le disque dur ou il n'a pas trouvé la table étudiant, c'est ça? Il a cherché dans la métabase. Il a cherché dans la métabase. D'accord? S'il a cherché dans la métabase, ça veut dire que cette métabase doit contenir quelque chose. Parce que par défaut, on pense que le SGBD, lorsqu'on lui donne s'il est dans le forum étudiant, le SGBD, il va sur le disque dur, il cherche une table qui s'appelle étudiant, il ne la trouve pas, et pendant la table n'existe pas. C'est légitime de penser comme ça. Alors, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça du tout. Pourquoi? Parce que déjà, le disque, c'est l'OS qui le gère. Et l'OS, il ne sait pas que ça veut dire étudiant. Donc, ça ne marche pas. Donc, le SGBD doit chercher cette information quelque part. Des fois, il peut select nom, prénom, from étudiant, mais il peut dire que la table étudiant n'existe pas, mais il peut dire que l'attribut, par exemple, non, n'existe pas. On a la même chose, on peut le disque ou non. Le disque, il n'y a que des 0 et des 1 et des données sauvegardées. Il n'y a pas d'information. Donc, l'élément de la métabase, c'est un élément très, très important. La métabase, donc, ce qu'on voit de l'extérieur, on pense qu'on a la base de données. Par contre, la réalité, le SGBD, pour qu'il fonctionne, il a une autre base de données. Déjà, je l'ai représenté de la même manière. La métabase, c'est une base de données. Par contre, son utilisation est un peu différente. On a un chapitre métabase, on va l'expliquer en lettres. Donc, cette partie est très, très importante. Pourquoi je vous dis ça? Si un jour, vous allez développer un mini SGBD, je ne sais pas, un mini langage pour interroger un robot, un système intelligent ou une voiture intelligente, la première chose à penser, il me faut une métabase. On se met à base interne, mais il me faut un dispositif comme ça qui me permet de sauvegarder toutes les informations pour que je puisse me retrouver avant d'aller sur le disque. Donc, la métabase, elle est très importante. Des fois, on écrit une requête pour le site from étudiant, etc.
le SGBD il me répond, il dit vous n'avez pas le droit. Alors, pourquoi? Il faut agir rapidement parce qu'on n'a qu'une heure. Oui? Peut-être vous écrivez sur le chat, mais moi, malheureusement, je ne le vois pas. Je ne sais pas comment ça se passe, donc il vaut mieux parler. Comme ça, on ira plus vite. Oui, allez-y. Accès non autorisé, il n'a pas le droit d'accès. C'est l'utilisateur à d'accord. Il a trouvé où cette information aussi? Probablement la métabase. Dans la métabase. Métabase. Donc, tous ces compilateurs travaillent dans. Mais maintenant, ça, c'est-à-dire Romain, il trouve une information sur maintenant, cette métabase, elle est alimentée comment? Qui l'alimente et elle est alimentée comment? Cette métabase. Est-ce qu'on permet à l'utilisateur de l'alimenter directement? Maintenant, l'utilisateur, il trouve la métabase, il peut ajouter des enregistrements, supprimer, etc. La réponse est non. La métabase, c'est la base de données du SGBD. C'est elle qui permet au SGBD de fonctionner correctement. Donc, le SGBD, on a le premier objectif, c'est d'avoir une base de données cohérente. Donc, si on touche à la métabase, si quelque chose devient non cohérent, il a perdu sa raison d'être. Donc, la métabase, si un attribut il est affecté à une table, on rentre dans la métabase, on modifie cette appartenance. Après, le SGBD ne fonctionne plus parce qu'il a des attributs qui sont déclarés appartenir à des tables que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, la métabase est importante. Maintenant, si on réfléchit, mais OK, cette métabase, elle n'est pas mise à jour par l'utilisateur, mais comment elle est remplie? Donc, nous allons dire, par exemple, une requête create table étudiant, après l'attribut le nom, varchar, compte, prénom, etc., matricule. Nous avons les attributs. Après, on met les contraintes, constraint, primary key, foreign key, check, un type d'attribut énuméré, tout ce qu'on veut, etc. Après, on fait point virgule et on lance la requête. Vous avez l'habitude de créer des tables, TP licence. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois on dit au point virgule, dire entrée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un pourra nous dire? Ce n'est pas un examen, on n'a pas comment il voit la chose. Bon, la commande create, c'est du SQL. La première chose, le SGBD va vérifier est-ce que cette requête, elle est bien écrite, etc. Maintenant, supposons qu'elle est bonne, on passe à l'exécution. Lorsqu'on veut exécuter cette requête, le SGBD, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on crée une table, étudiant avec des attributs, des contraintes, tout ce qui se passe. Le système où je la réponse. Il a fait comme oral. Et pour la table créée. Moi, je vous pose la question. Si on descend au niveau de l'OS, au niveau disque, après la création d'une table, est-ce qu'on a une modification? Est-ce qu'on a le disque, nous avons une table où étudiant, créate ou qu'il y a des choses? Alors, au niveau disque, au niveau physique, lorsqu'on crée une table, il n'y a aucune modification. Alors, la création de la table, si vous voulez, on a créé le moule. On a créé un moule. Avec le moule qui s'appelle étudiant. Après, on va construire des objets étudiants. Avec les objets étudiants, parce qu'on a le nom, le prénom, par exemple, on a S2I, je ne sais pas combien, 100 étudiants. Donc, le moule, une fois que c'est bon, ça veut dire c'est bon, elles ont la structure du moule qui est étudiant. Donc, on va les mettre sur le disque. Donc, le moule, il est sauvegardé dans la métabase. Par contre, les objets et les instances sont sauvegardés sur le disque dans la base de données.
Donc, qu'est-ce qui se passe après le point-virgule? Bien le point-virgule ou bien le système est collectable créé. Bon, là, c'est instantané. Mais moi, on va essayer de faire répétition. On chauffe le VAR. Le VAR, qu'est-ce qui se passe? Donc, après le point-virgule, le système vérifie la requête, elle est bonne, etc. Il commence à exécuter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va sauvegarder le moule dans la métabase. Alors, comment il va le sauvegarder? Il va, toutes les informations contenues dans la requête, il va les sauvegarder. En plus d'autres informations. Par exemple, il va sauvegarder dans la métabase que tel utilisateur, par exemple, je ne sais pas, un utilisateur 5, il a créé la table. C'est que c'est utilisateur 5 qui a créé une table qui s'appelle étudiant, la date de création, la table étudiant, je ne sais pas faire 5 attributs, etc. Les informations. Je pense à des informations, tu as en naissance. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je ne sais pas, vous avez entendu jusqu'à quel... je ne sais pas, je me suis arrêté sur quel aspect. Hein? Bon, je récapitule. On a après, lorsqu'on crée une table, après le point-virgule, comment? Oui. Vous avez raison parce que je n'ai pas repartagé. C'est bon maintenant? C'est bon? Alors, on a, lorsque je crée une table, créer table, les attributs, etc. Alors, le système, entre le point-virgule et la réponse du système est pour les tables créées, le système, il vérifie la requête, etc. Après, il va la métabase ou les catalogues, il va remplir les informations. Donc, il va remplir le nom de la table, tel utilisateur il a créé, que c'est l'utilisateur user 5 qu'il a créé, etc. Après, il va aller aux attributs. Il va créer dans un autre endroit dans la métabase, il va dire qu'il y a un attribut qui s'appelle nom étudiant, il appartient à la table étudiant, il est de type chaîne de varchar, il est codé sur 30 caractères, etc. Après, dans la table, on crée des contraintes. Et alors, dans un autre endroit, il va mentionner qu'il y a une contrainte qui s'appelle, je ne sais pas, primary key étudiant, qui est de type clé primaire, elle concerne l'attribut matricule, etc. Donc, il va, toutes les informations, il va les créer.
Lorsque moi, je donne un droit à un utilisateur pour modifier la table, le grant update en étudiant tout, je sais pas, user 6, donc, cette information, elle est sauvegardée dans la métabase. Donc, lorsque un utilisateur lance la requête, une requête select, on va prendre la requête la plus simple, requête select, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter à la métabase, après que la requête, il vérifie avec la syntaxe, etc. Il vérifie l'analyse sémantique de la requête, il va consulter la métabase. Est-ce que tous les éléments qui sont cités dans la requête existent? Est-ce que l'utilisateur il a le droit d'exécuter cette requête, etc. Des fois, on veut insérer dans une table, le système, j'ai le droit d'insérer, je peux faire tout ce que je veux, mais à la fin, le système refuse d'écrire. Pourquoi? Parce que le table space est saturé. Donc, le système, le SGBD, il vérifie la taille du table space, tout ça. Donc, toutes ces vérifications sont faites avant de répondre à la requête. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qu'on ne voit pas à l'intérieur du SGBD. Alors, il y a une information capitale très importante lorsque je crée une requête et elle est sauvegardée dans la métabase. Et qui permet après au SGBD de discuter avec l'OS. Quelle est l'information importante? L'adresse physique. Oui, l'adresse physique de quoi? De quel élément? De premier. Parce qu'actuellement, on n'a pas la table, on n'a créé aucun enregistrement. Justement, dans la métabase, on est obligé de sauvegarder l'adresse physique du premier enregistrement. Le système, le SGBD, qu'est-ce qu'il va sauvegarder toutes les informations concernant cette table. Après, il va interroger l'OS. Et pour l'OS, il y a une table qui va être créée. Réservez-moi une adresse physique pour le premier enregistrement. Donc, le système, il lui réserve une adresse. Avec l'adresse, elle sera sauvegardée dans la métabase. Une fois qu'on commence à insérer, le SGBD, ben, il insère dans le premier enregistrement sera inséré dans cette page. Le SGBD, qu'est-ce qu'il fait? Il gardera toujours cette adresse. Donc, l'OS, qu'est-ce qu'il fait? L'OS, lorsqu'il y a de nouvelles insertions, l'OS, c'est à lui de gérer. Parce que l'OS, après, qu'est-ce qu'il a? Il a à gérer les pointeurs, les suivants. Bon, il gère les suivants. Mais de toute façon, le SGBD, il a l'adresse du premier enregistrement qui nous permet d'accéder à tous les autres enregistrements. Imaginez qu'on supprime ce premier enregistrement, ou là on supprime cette adresse. Qu'est-ce qui va se passer? Que fera le SGBD? Allô, allô? Que fera le SGBD? Si le SGBD garde cette adresse physique, est-ce qu'il pourra accéder à la table étudiant? Il ne pourra pas, avec l'enregistrement, il n'existe plus. Donc, cette adresse, elle est là tant que l'adresse du premier enregistrement n'a pas changé. Donc, si l'OS, il fait des changements, il va contacter le SGBD pour modifier ça. Parce que des fois, l'OS, on fait une défragmentation, l'OS, il déplace des blocs, il fait beaucoup de choses, il gère sa cuisine interne, et après, mais il va contacter le SGBD pour mettre à jour les adresses. De toute façon, le SGBD doit avoir toujours l'adresse physique du premier enregistrement réellement existant dans le disque. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Pas de question? Non. Ok, parfait. Donc, la métabase, elle est très, très importante pour l'exécution de n'importe quelle requête sur le SGBD.
Alors, après que la vérification lexicale, syntaxique, après sémantique, avec la métabase est effectuée, l'utilisateur il a le droit d'exécuter la requête, etc. OK, on peut exécuter la requête. Il dit on va dire le cœur du SGBD qui s'appelle le processeur de base de données. Processeur de base de données ou le moteur de base de données ou l'optimiseur. Alors, dans le processeur de base de données, c'est lui qui fait l'exécution de la requête, qui exécute la requête. La question qui se pose, lorsque j'envoie une requête, la requête, elle est sous format texte. Donc, par contre, l'exécution de la requête, c'est un ensemble d'actions. Parce qu'on a un select étoile from étudiant ou un bac supérieur à 2020. Le SGBD va se poser la question, comment je vais exécuter cette requête? Donc, pour exécuter cette requête, il se peut qu'il y ait plusieurs manières. La première, puisqu'on j'ai l'adresse physique du premier enregistrement, je vais demander à l'OS de m'envoyer tous les enregistrements. Après, dans la RAM, je vérifie un bac supérieur ou inférieur. Donc, ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie, imaginez que moi, j'ai un index sur l'attribut ANEBAC. C'est-à-dire, j'ai un index, l'index m'indique, l'index, il me dira supérieur à 2020, les adresses physiques sont où, ou inférieur à 2020 sont où. Donc, une deuxième stratégie, au lieu d'exécuter la requête, au lieu de ramener tous les paquets en RAM, qui peut être très coûteux, moi, je charge l'index, je lis l'index, ensuite, je ne ramène que les données nécessaires. Quelle est la plus intéressante, selon vous? En utilisant charger tous les enregistrements, hein? En utilisant l'index. En utilisant l'index. OK. Donc, ce n'est pas vrai. On a l'impression, bon, d'après au shift of l'essence, que lorsqu'on utilise un index, c'est pour améliorer, pour accélérer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas tout le temps. Je vous donne un exemple. Tu vas au centre commercial, يحطوا لك une pancarte كبيرة في الداخل فيها كامل لي بوتيك. انت تحوس على ان سول بوتيك، تروح تحوس على ديكاتلون. هذيك البونكارت هذاك اللي انتريسون، لا باسكو انت راك تسيبلي لا ريشيرش تاعك، دونك tu perds un peu de temps باش تقرا البونكارت هذيك. بصح اون فوا تلقى ديكاتلون يقول لك شوف تروازيام ايطاج ا دروات، اوكي رابيدمون تروح لتم وتجي. مي ايماجيني كنت رايح شغل توريست، حبيت دير ان تور تاع كامل السونتر كوميرسيال. اسكو هذاك l'index هذاك يلتابع؟ Tu vas perdre du temps pour le lire parce que on a beaucoup de boutiques et tu في la fin رايح تشوف كامل لي بوتيك. Donc هذاك l'index il n'est pas utile. Donc la même chose lorsqu'on exécute des requêtes. Lorsqu'on a une requête qui accède à peu de données, la requête, il y a peu de données concernées par la requête. L'index il est intéressant parce que c'est vrai, je perds du temps pour charger, parce que l'index ça va avoir une mémoire secondaire. Pour le charger, ça prend du temps aussi, parce que je ne peux pas le lire sur la mémoire secondaire. L'index, il faut le charger en RAM pour pouvoir le lire. Donc, le charger sur la RAM, le parcourir, ça prend un peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on va gagner après? On va accéder à peu de données. Mais imaginez que la requête d'y aller, pour l'année du bac inférieur à 2020, et 95% des étudiants ont un bac inférieur à 2020. Donc, même si je vais lire l'index, les 95%, je suis obligé de les charger pour faire mon traitement après. Donc, je vais charger l'index, le lire et après accéder à 95%. Ça veut dire le coût du chargement de l'index ou de sa lecture, s'il n'est pas, on va dire, inférieur ou égal à 5%, ben, il vaut mieux charger toute la table. Donc, là, comme deux exemples. Lorsqu'on arrivera au chapitre optimisation, on va voir que pour exécuter une requête, on peut avoir une centaine de façons pour exécuter une requête. Et à ce moment-là, le processeur de base de données, دوكا يسموه optimizer. دوكا كنروحوا تشوفوا في les architectures يسموه database optimizer. يسموه optimizer parce qu'il passe son temps à optimiser. Ça veut dire quoi optimiser?
comment exécuter une requête en un temps réduit. Parce que SGBD, s'il n'est pas dans une logique d'optimisation, il prend l'adresse du premier enregistrement, il charge tous les enregistrements, ensuite il exécute. Malheureusement, actuellement, la taille des données, elle est très très importante. Si à chaque fois on reçoit une requête, on charge la totalité de la table dans le RAM, le temps d'exécution des requêtes devient non raisonnable. Et là, les clients ne sont pas satisfaits. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cela? Est-ce qu'il y a une question? Non? Vous m'entendez? Parce que là, lorsque je n'ai pas de retour, ailleurs, je dis oui. Très bien. Parfait. OK, donc, ce processeur, c'est un module très, très important. Il fait l'optimisation et il exécute. Et c'est lui qui fait on va dire, les échanges entre la requête de l'utilisateur et le SGP. Maintenant, deuxième, autre chose. Alors, des fois, le processeur de base de données, il a tout ça, tout est bon. Au moment où il veut exécuter la requête, des fois, il ne peut pas exécuter. Parce qu'on a deux autres modules qui rentrent en jeu. Donc, ça, c'est le gestionnaire de données qui permet d'accéder aux données. On a le module de contrôle des accès concurrents, module de restructuration. Des fois, j'envoie une requête, je veux lire une valeur, select étoile, je sais pas, ou la select, je sais pas, note, je veux avoir la moyenne, ou une note d'un étudiant, je veux l'afficher. Bon, la requête, elle est bonne, etc. Dans les conditions, on va dire, normales, j'affiche plus normalement du monde. Mais il se peut, puisque la base de données, elle est accédée par plusieurs utilisateurs, avec le moment, il y a un autre utilisateur qui a envoyé une requête pour modifier la note. Par exemple, je ne sais pas, il y a un enseignant qui a fait le rattrapage, je veux afficher où il est en train de modifier les notes. Donc, si je ne fais rien, je peux avoir des incohérences. Des incohérences, parce que moi, je lis une note, l'enseignant, il a intervenu, c'est-à-dire il a modifié la note. Lui, il travaille avec la nouvelle note. Moi, j'ai lu juste avant qu'il modifie. Donc, je travaille sur l'ancienne note. Et là, on travaille pour produire des documents, pour les imprimer, pour les afficher, mais on ne travaille pas sur la même donnée. Or qu'on a récupéré la donnée à partir du même endroit. Donc, pour éviter des problèmes d'incohérence, le module de contrôle des accès concurrents, si moi je veux lire, le module il l'optimiseur. L'optimiseur, il dit attention, vous ne pouvez pas lire parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de modifier la donnée. Donc, le module de contrôle d'accès, il peut bloquer ici l'exécution de ça. Alors, c'est important pour vous, les systèmes intelligents. Des fois, on a une voiture intelligente. J'ai un chauffeur qui conduit la voiture, mais j'ai aussi des possibilités de conduite automatique où là, j'ai un centre de contrôle qui peut aussi, en cas d'incohérence, ou là, il peut agir sur la voiture. Donc, j'ai trois sources de commandes. Donc, il ne faut pas que ces trois sources de commandes aient une contradiction. Donc, lorsque je gère ce genre de système, puisqu'il y a des accès concurrents, comment gérer ces accès concurrents. Bon, le système intelligent, peut-être c'est différent. Mais nous des fois des choses. Les bases les détails ou le remontage, je ne sais pas ce que vous ennuyez ou non, mais ça c'est pour développer votre raisonnement. OK, puisque c'est des choses qui se les domaines se ressemblent. Puisque les bases de données, on a utilisé ça, là aussi, c'est un problème qui ressemble à ça. Donc, puisqu'il y a des accès concurrents, je dois gérer ça. Pardon. Si je ne gère pas ça, je pourrais tomber dans un problème où je ne sais pas. La voiture marche avant, l'autre marche arrière, ou je ne sais pas quoi. Après, je pourrais avoir des problèmes sur ma voiture. Donc, le module de contrôle des accès concurrents, c'est important. Alors, des fois aussi, le processeur, lorsqu'il veut exécuter,
il consulte le module de contrôle des accès concurrents, il dit OK, mais il n'y a personne qui est en train de lire la donnée, vous pouvez la modifier ou là, vous pouvez la lire. Mais il y a un autre module, c'est le module de restauration et de recouvrement. Le module, c'est lorsqu'on a des soucis sur la machine. Par exemple, quand le SGBD, après ça a un problème. Panne de courant, ou là, ça a un problème, le disque ne veut pas lire une donnée, ou là, etc. L'essentiel, on a un traitement qui n'est pas allé au bout. Je vous donne un exemple, je te fais mot. Par exemple, je suis dans une banque et je fais un transfert d'argent d'un compte à un autre. Donc, je lis le premier compte, je lis le solde, je lis le solde, il est supérieur à la somme que je vais transférer. OK. Donc, je mets solde égale solde moins X. OK. Je mets à jour le solde. Ensuite, je vais aller au deuxième compte pour faire le solde 2 égale solde 2 plus le montant. Avant de faire ça, j'ai un problème. J'ai une panne de courant. Ça sera une panne de courant. On a redémarré les machines. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'état de la base de données? Quelle est l'incohérence qui est à l'intérieur de la base de données lorsqu'on relance la machine? Il est perturbé. نجيبوا لي زانفورماسيون من الديسك تما ما تبدلوش كيفاش؟ لي دوني لا وحده البروبليم ماشي وكان ما تبدلوش بين زوج سي با كراف وحده تبدلت وحده ما تبدلتش باسكو على بايزون انا جو فير ان ترانسفير تاع 10000 دينار دونك لو بروميي كونت il a perdu 10000 dinars mais le deuxième n'a pas récupéré les 10000 dinars. هكذا ça c'est une incohérence. Donc lorsqu'on relance la machine هذا le module de restauration il commence à comprendre ce qui s'est passé. Donc, à le moment où il n'a pas encore compris ce qui s'est passé, ou génie une requête, le gars, il veut aussi faire un autre transfert. Là, le module de restauration, il bloque l'optimiseur. Il dit, attendez, je vais vérifier est-ce que tout est bon, est-ce que la base de données est cohérente. Après, on verra. Donc, lorsqu'il vérifie la base de données, il vérifie où. Imaginez que j'ai une panne de courant. Alors, le SGBD, comment il pourra comprendre ce qui s'est passé? Où il y a l'information? كيفاش يفهم اللي كان ان تريتمون والتريتمون هذا ما راحش جوسكو بو كاين ان كوبور؟ بالك كان يسوفغاردي من قبل. Est-ce qu'il trouve ça au niveau de la RAM? Non. 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 La RAM, elle est volatile. Une fois racht, c'est bon, on perd le contenu. Donc, au niveau de la RAM, elle est vide. Le SGBD, ce n'est pas un humain, c'est un logiciel. Il doit comprendre où il y a l'information. Les fichiers log, parfois les fichiers log. Les fichiers log. Dans tout système, il y a des fichiers log. Donc, le SGBD, le module de restauration, il va charger les fichiers log. Il regarde les fichiers log, il y a un traitement, il trouve le start d'un traitement, mais il ne trouve pas le commit du traitement. Il ne trouve pas que le traitement s'est allé jusqu'au bout. Donc, le traitement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, il est obligé de l'annuler. Quand il chauffe le fichier log, il regarde le traitement à un certain moment, نقص 10 000 دينار من un compte. Donc, واش يدير هذا on va annuler هذه l'opération. Donc, هذوك les 10 000 دينار نعاودو نرجعوهم. Et on va reprendre le transfert dès le début. نعاودوه من الأول نعاودو نحو 10 000 دينار ونزيدو 10 000 دينار deuxième compte. Après, une fois que le module il a restauré, ok, on a 10 000 dinars qui devait être transféré. C'est bon, on l'a transféré. La base de données elle est cohérente. Là, le module de restauration, il donne le feu vert au processeur de base de données ou à l'optimiseur pour exécuter la requête prochaine, soit un nouveau virement ou un transfert. Monsieur, oui? mais qui جاتنا لا كوبي هذيك الفيشي نكونوا عمرنا الفيشي سير ما يكونش بالك هو الفيشي اللي نسوفغاردي فيه لوكر. Non, les fichiers log, c'est à la balle, c'est يخدموا d'une manière instantanée. Parce que sinon, si le fichier log, on ne le met pas à jour d'une manière instantanée, après on se retrouve plus. Si on a une panne, on ne saura jamais ce qui s'est passé.
D'accord, merci. Ça. Même le fichier log, il a deux on verra, on a un module, un chapitre représenté. Il a une version sur la RAM et une version sur le disque. Mais tout ce qu'on écrit sur la RAM, on l'écrit immédiatement sur le disque. Comme ça, on ne perd pas. OK. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à cette architecture? Non? OK, parfait. Donc, je passe à autre chose. Alors là, je présente rapidement le langage, pardon, le SGBD Oracle. Alors bon, Oracle, dans la famille relationnelle, il y a les SGBD les plus connus. On a Oracle, DB2 IBM ou SQL Server de Microsoft. Après, il y en a encore plusieurs. Alors, pourquoi j'enseigne avec Oracle? C'est le SGBD que je connais plus. Alors, je ne peux pas dire que je le maîtrise. C'est très compliqué de maîtriser Oracle. Donc, je le connais mieux que IBM DB2 ou SQL Server. Donc, Oracle n'a pas besoin de ma publicité, ni rien du tout. Aussi, bon, je passe à l'historique, etc. On va faire plutôt directement l'architecture. Attendez, malheureusement, je n'ai pas... Attendez. Vous voyez mon partage? Vous voyez toujours, moi? OK. Alors, Chrome ne veut pas s'ouvrir, donc je vais passer. Pourquoi? J'aimerais toujours présenter la dernière version. Bon. Il ne veut pas rentrer, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Bon, lorsqu'on parle d'Oracle, je pose la question. Eh bien, comme Oracle, la spécificité d'Oracle, c'est quoi? C'est que Oracle, toutes les versions d'Oracle, une fois une version d'Oracle, elle sort, elle est mise sur le site web. Ça veut dire, si vous voulez installer Oracle, vous allez sur le site oracle.com et là, vous pouvez récupérer la toute dernière app. C'est bon, vous voyez la page web? OK. Donc, Oracle, on peut télécharger tous les produits disponibles. Il y a la base de données, les applications, il y a un volet application, il y a un volet infrastructure. Oracle, maintenant, s'est investi dans le cloud. Il y a des solutions destinées pour le cloud, des solutions pour desktop, etc. Il y en a un peu tout. Oracle, un des caractéristiques dialogue, c'est les gens qui achètent Oracle, surtout la licence complète, on vous vend tout. Le SGBD, les outils de développement, le G-Developer. Si on veut développer avec Java, il vous donne le développeur. On n'a pas besoin d'utiliser ni Eclipse, ni Java Beans, ni rien du tout. On vous donne les serveurs, on vous donne un peu de tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un autre environnement. Oracle a même l'OS. L'OS, CentOS, c'est la propriété d'Oracle. Donc, si quelqu'un il veut vraiment une solution 100% Oracle, elle vous donne tout. Vous n'avez besoin d'aucun autre outil à utiliser. Bon, c'est sa stratégie. Et en plus, Oracle, elle achète beaucoup de petites entreprises. Il y a des gens, des Américains qui ont trouvé l'astuce. Ils créent des startups, des produits. Après, le produit commence à être intéressant. Après, Oracle, et le gars, il gagne des centaines
ou des dizaines de millions de dollars, comme ça. Mais bon, le gars, il a bossé pour que Oracle s'intéresse. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon. Donc, moi, bon, il y a 2 ou 3 ans, j'ai été chez Oracle Algérie. Je leur ai posé la question, pourquoi Microsoft, lorsqu'elle met des produits, il y a des licences à acheter, ou il faut craquer, etc. Mais par contre, Oracle, vous ouvrez à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur réponse, c'était que ils ne visent pas le même public. SQL Server, elle vise un petit peu le grand public. Par contre, Oracle, elle vise les grands portefeuilles, ça veut dire les grandes entreprises. Donc, Oracle, pour elle, c'est-à-dire toi, utilisateur lambda, tu télécharges Oracle, tu l'utilises, tu ne fais pas partie de ses clients. Donc, ce n'est pas une perte d'argent pour elle. Donc, tu peux l'utiliser. Par contre, si une entreprise qui télécharge Oracle et fait du business avec Oracle, là, c'est une autre histoire. Et sûrement, ils ont mis dans leur solution des mouchards qui leur permettent de connaître qui utilise quoi, qui fait quoi. Donc, une entreprise, type Oracle, téléchargée, elle commence à l'utiliser. Une semaine, 2 semaines après, Oracle a pour une poursuite et des amendes très, 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 très longues. Donc, ça par rapport à Oracle. Donc, si vous voulez utiliser Oracle, c'est simple, vous pouvez télécharger. Généralement, il y a toujours, ils mettent une version qu'on appelle Express Edition. Express Edition, là, c'est la dernière, c'est une version un peu réduite qui permet d'avoir on va dire les fonctionnalités principales, mais qu'on ne peut pas utiliser pour une production professionnelle. Alors, ce qui est bien dans Oracle aussi, moi, je vous conseille de voir, c'est Oracle University ou la Oracle Academy. Il faut savoir que nous, département informatique, on est Oracle Academy, c'est-à-dire on est membre de Oracle Academy. Donc, et moi, je suis le correspondant. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne me suis pas vraiment intéressé. Si vous voulez, les gens qui veulent piocher un petit peu, si vous trouverez des choses, parce que vous pouvez avoir des avantages, des formations gratuites, etc. Il faut chercher. Après, si on vous demande, en principe, moi, je serai contacté. Mais maintenant, si vous demande un aval ou là, du correspondant, là, il n'y a pas de souci. Vous me contactez et je ferai le nécessaire. OK. Donc, je reviens sur le slide. Bon, ce slide, il résume un petit peu ce que j'ai dit. Dans Oracle, on a tous les outils. Alors, on a des outils designers qui, par exemple, on veut développer une base de données, on fait l'analyse des besoins, après on développe un diagramme de classe ou une entité association, après on fait le passage, etc. Oracle, il a un outil qui nous permet de faire ça. Donc, on n'est pas obligé de passer par, je ne sais pas d'habitude ce que vous utilisez, UML Poseidon ou la Rational Rose ou là pour faire ça. Oracle, il vous donne ça. Par exemple, pour le développement, il vous donne JDeveloper. Donc, on développe l'environnement. Quel est l'avantage d'utiliser, par exemple, JDeveloper par rapport à Eclipse? C'est que JDeveloper, c'est-à-dire il est déjà intégré. C'est-à-dire les problèmes de compatibilité sont minimes. Donc, rapidement, on peut accéder à la base de données, on peut faire des choses. Il y a des outils Discoverer, ce sont des outils qu'on utilise après qu'on a mis la base de données en production. Par exemple, on veut voir le taux d'utilisation, on veut voir est-ce que quelqu'un il a utilisé son quota ou non, est-ce que les droits d'accès qu'on a distribués sont corrects ou non, est-ce que le temps de réponse des requêtes, est-ce qu'il est satisfaisant ou non. Dans Oracle, il y a plusieurs outils qu'on utilise qui permettent d'aider l'administrateur à répondre à ces questions-là. Bon, ça ne fait pas partie du cours, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Après, qu'est-ce qu'on a? Je dois aussi expliquer une chose. Client et serveur. Pourquoi il y a client et serveur pour vous? Il y a واحد يقول لنا.
Oracle, on l'installe où? Chez le client ou là, dans un serveur? Dans un serveur. Dans un serveur. Donc, vous avez l'habitude de travailler en licence les TP, la salle machine. La salle machine, on va dire que l'environnement, il n'est pas réel. Alors, parce que sur toutes les machines, même qui t'ont installé Oracle sur ta machine, ça veut dire que tu as, en principe, après l'installation d'Oracle, ta machine, elle est serveur. Mais bon, pour les besoins du TP, on travaille directement sur le serveur. C'est une situation qui n'est pas normale. La réalité, qu'est-ce qui se passe? On installe Oracle dans un serveur, mais on n'accède pas à Oracle à partir du serveur. Après, il y a des postes clients. À partir des postes clients, on accède au serveur. Donc, Oracle, les versions professionnelles, on a toujours une version client, une version serveur. Une version serveur, là où on installe la base de données, on met les données, etc. Serveur, on va dire, puissant, bien configuré. La partie client, qui a Oracle client, c'est très, très léger. On l'installe pour avoir les interfaces nécessaires pour accéder à la base de données qui est sur le serveur. Donc, l'Oracle Server, ici, c'est la base de données qui a été créée. C'est ça, la base de données ici. Maintenant, on sait pour accéder à la base de données, Oracle, c'est un SGBD relationnel. On accède en utilisant SQL. Mais c'est quoi ce PLSQL aussi? En réalité, Oracle, on utilise le SQL et le PLSQL. Est-ce que vous avez une idée? Quelqu'un qui connaît ça veut dire quoi PLSQL? Non? Donc PLSQL, c'est Procedural Language SQL. Ça veut dire c'est quoi? Alors, les requêtes SQL, l'inconvénient sont des requêtes statiques. Ça veut dire qu'il te met une requête le serveur, لازم la requête تكون مكتوبه complet. ما تقدرش تكتب par exemple select table, select attribut, table, etc. ومن بعد l'attribut يتعمر d'une autre façon. هذه لازم ديرها في langage de programmation. Mais de toute façon, la requête qui توصل SGBD, لازم في SGBD, il peut identifier et les attributs recherchés et la table recherchée, les conditions, etc. Donc, les gens, le SQL il est trop rigide. Le SQL, on ne peut pas utiliser le if, le else, le while, etc. Donc, pour écrire des requêtes, l'administrateur, des fois, il est obligé d'écrire des requêtes, on va dire, paramétrées. Où il y a des traitements, où il y a des if. Par exemple, si l'utilisateur il est à 50% de son quota, on ne fait rien. S'il a dépassé 70%, on doit lui ajouter. C'est-à-dire l'administrateur, il a besoin d'un programme qui fait ça. Donc, pour on va dire, interroger le SGBD avec ces programmes, il est obligé de passer soit par Java ou la PHP ou ce que vous voulez. Donc, on passe par un autre langage que SQL pour faire du dynamisme, pour créer des requêtes dynamiques, pour pouvoir les exécuter. Donc, les gens, mais l'administrateur, il a beaucoup de choses. On n'aimerait pas que l'administrateur, il change d'environnement. Alors, il fait SQL+, par exemple, Oracle, ومن بعد لازم يروح يطلع شي ديفلوبر ولا ما عندوش لازم يطلع جافا بينز ولا ويخدم donc il change d'environnement. Est-ce qu'on peut lui donner on va dire une possibilité يبقى في le même environnement? هنايا جا le PLSQL. Donc PLSQL c'est le SQL زادوا له هذوك. Donc dans PLSQL نقدر نكتب une requête SQL simple, OK, mais نقدر نكتب le if, le else, le while, le pour, etc. Si on aura du temps, on pourra voir ça en détail aussi. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Je passe à quelque chose de très important. C'est ça. Donc, ce qui nous intéresse dans Oracle, on va essayer de voir comment est organisé Oracle. Yani, comment est faite l'architecture d'Oracle. Là, on s'intéresse pour l'architecture Diallo en tant que logiciel ou là en tant que système. La même chose, requête, compilateur, etc. Donc, on fait Oracle comment il fonctionne. Lorsque on lance une machine, on lance Oracle.
Bon, par exemple, si on utilise SQL+, خرج لنا une fenêtre SQL+, ونقدروا نكتبوا les requêtes. حنا نحبوا نعرفوا puisqu'on a on est des fabricants de l'informatique, نحبوا نعرفوا de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Puisque les traitements que fait Oracle se font où les traitements? وين راهم؟ لا رام. في la RAM. Donc, les données manipulées par Oracle, il y a deux types de données. Il y a des données dans la mémoire secondaire du disque ou il y a des données dans la RAM. Donc, si on veut séparer, ben, je n'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. Alors, tout ce qui est ici, ça, c'est le MS, c'est la mémoire secondaire. Là, le MS. Donc, la mémoire secondaire, dans la mémoire secondaire, qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on lance Oracle? On a des fichiers de contrôle, on verra après. On a des fichiers de données, la data elle est ici. On a des fichiers readologue, c'est des fichiers générés, soit des fichiers log, ou là c'est des fichiers qui nous permettent de revenir en arrière. Par exemple, lorsque je modifie des données, Oracle, qu'est-ce qu'il fait? Les données originales, il les sauvegarde dans un segment bien particulier, au cas où, si on a fait une action non volontaire et qui a touché aux données, à l'intégrité de données, je peux toujours revenir avec le segment pour récupérer les données originales. Bon, mais ça a une durée, ce n'est pas indéfini. Alors, nous, on va s'intéresser un peu plus ce qui se passe dans la RAM. Donc, la partie focania, c'est là. Vous avez une séance juste après ou là? Il y a quelqu'un me répond. Allez, je ne vais pas prendre c'est histoire de 2-3 minutes. Non, ok. Donc, la RAM, alors lorsqu'on lance Oracle, qu'est-ce qui se passe dans la RAM? On a l'idée qui lance une application. La RAM, qu'est-ce que je traite? Je traite les données. Ça veut dire on les données de la RAM ou traiter en automatique. Bon, c'est normal. Mais en réalité, il n'y a pas que les données. Où est-ce qu'il y a Internet de la RAM? في الموديول architecture, je pense. Ou le module architecture. Qui نكتب أنا un programme, un algorithme, je sais pas, qui calcule la somme de deux nombres. هذاك le programme وين راهو؟ Le programme هذاك il sera transformé en 0 à un code exécutable. Le code exécutable وين يكون؟ وكان ما يكونش في la RAM, est-ce qu'on peut l'exécuter? Non. Non. Je pense que c'est des choses surtout entre l'architecture, peut-être qu'on me balègue ma femme dont je vais être le mais Flara, on a deux parties. Il y a une partie pour le programme lui-même, il y a une partie pour les données. Donc le programme d'IALNA, il sera transformé en instruction plus, on va dire, plus élémentaire ou pas. On va dire sauvegardage, il y a des move, des add, etc. Après le système, il va prendre le code de chaque instruction sera codée. Donc, il prend le code de l'instruction, les raha في la RAM, il décortique, il fait qu'est-ce qu'il faut faire, ou après il l'exécute. Donc, la RAM, la même chose. Donc, lorsque je lance Oracle, il est chargé dans la RAM. Mais qu'est-ce qu'il est chargé réellement? On charge un ensemble, des background process. C'est des process d'arrière-plan. Un ensemble de le process, c'est des programmes. Ils s'exécutent d'une manière continue et cyclique, c'est pour ça que c'est mon process. Donc, il y a un ensemble de programmes qui sont chargés dans la RAM. C'est pour ça que tu as installé une version Oracle, parmi les conditions, pour le fond, il faut avoir minimum 4 giga de RAM. Parce que ici, les process si la RAM est saturée, il ne peut pas charger tous les process nécessaires au fonctionnement d'Oracle et on ne peut pas exécuter Oracle. C'est-à-dire, même si tu peux installer Oracle sur une machine, après, bon, machine de faire 8 giga de RAM, après, une barrette fait 500 mégas. Après, vous voulez lancer Oracle, il ne se lance pas. Impossible. Le micro, il tourne, je n'ai aucune réponse, il te bloque. Pourquoi il se bloque? Parce que la RAM n'est pas suffisante pour charger les process. Donc, il y a un ensemble de process de background, qui s'exécutent en arrière. En plus des process,
On a un process utilisateur, bien sûr, parce qu'il y a un utilisateur qui est en train de lancer des requêtes. Il y a un process serveur, puisque sur le serveur, on a installé les programmes qui permettent de veiller à la base de données, l'intégrité, etc. Donc les programmes sur le serveur, s'exécutent sur le serveur. Sur ma machine client, j'ai aussi des process clients. Après, il y a les données. Donc, les données, Oracle, le SGA, c'est System Global Area. Ça, c'est système où on a les données. Donc, les données échangées le disque dur, la RAM, seront mises ici, dans la zone principale, centrale. Après, le SGBD, une fois que les données sont ici, il saura comment les lire, comment les manipuler, comment les traiter. Donc, ce qu'on retient, et je vous libère, ce qu'on retient, on a une partie des données sont sur la mémoire secondaire. Après, il y a une partie dans la RAM. La RAM, il y a aussi deux catégories de données. Il y a les process, ou les programmes qui s'exécutent sont dans la RAM pour qu'on puisse les exécuter. Il y a aussi les données qu'on échange avec la mémoire secondaire. Par exemple, lorsque je veux modifier une donnée, dans la mémoire secondaire, je la charge dans la RAM, je la modifie dans la RAM, je crée la nouvelle version dans la RAM. C'est après que je vais copier la nouvelle valeur pour écraser l'ancienne, la mémoire secondaire. Tout se fait en premier lieu dans la mémoire centrale avant de partir sur la mémoire secondaire. Ensuite, oui. شنو shared pool? Allez-y. Hein? Shared pool. Parce que si je commence à expliquer, il nous faut 1 heure pour expliquer ça. C'est pour ça, comme je vous libère, parce que si je rentre dans le détail, on va prendre du temps. D'accord. Donc, le prochain cours, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi shared pool, ça veut dire quoi DB buffer cache, et ça veut dire quoi redo log. Et c'est quoi ces background process, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi on les charge, et si on ne les charge pas, qu'est-ce qui se passe? Inch'Allah, c'est bon? Inch'Allah. Ok, Aya, je vous libère. Bonne continuation. Merci. Et bon week-end. Merci.